من عام 1038 وعينها على الصحراء باش دير السكه وتمشي لتيمبوكتو. Bienvenue, aujourd'hui on plonge au cœur d'une tension presque permanente au Maghreb, la relation Algérie-Maroc. Deux voisins, oui, mais surtout deux poids lourds régionaux. Exactement. Et il semble enfermé dans une spirale de méfiance qui a encore franchi un cap. C'est le moins qu'on puisse dire. Alger refuse catégoriquement toute négociation, toute médiation, notamment sur les questions de frontières. Alors, notre but ici, c'est pas juste de survoler l'actu. Non, il faut aller plus loin. On va essayer de décrypter en profondeur cette posture algérienne, comprendre les arguments historiques, les calculs politiques, les lignes rouges idéologiques. Qu'est-ce qui motive vraiment ce refus? C'est la question. Allons-y. C'est un refus qui résonne fort dans le silence diplomatique habituel. Et il faut le dire, le contexte récent a vraiment jeté de l'huile sur le feu. Vous pensez à quoi en particulier? Je pense surtout à cette sortie assez incroyable du représentant marocain à l'ONU, Omar Hilal. Ah oui. Il a quand même remercié publiquement Israël pour ça, et je cite, « médiation sacrée ». Sacrée, carrément. Oui, une médiation qui aurait mené, selon lui, à la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, via les accords d'Abraham, bien sûr. Utiliser sacré dans ce contexte, c'est audacieux, non? Audacieux, c'est sûr. Et surtout, à Alger, c'est perçu comme une provocation directe. La lecture algérienne, elle est sans détour. C'est l'aveu d'une dépendance politique et diplomatique. La preuve pour Alger d'une soumission totale, voilà le terme utilisé, aux agendas israéliens et américains. C'est comme si Rabat avait donné à Alger la confirmation de ses pires craintes, en fait. Tout à fait. Et la réponse algérienne, alors, pas officielle directement du gouvernement, mais très largement relayée par les médias proches du pouvoir. Oui. Elle est d'une violence verbale assez rare. Le terme utilisé pour qualifier le régime marocain, c'est zriba. Zriba, un enclos. Exactement. Un enclos. C'est pas anodin comme mot, ça renvoie à une image d'animalité contenue, de manque d'autonomie. L'idée derrière, c'est qu'on ne discute pas, on ne négocie pas avec une entité vue comme privée de sa propre volonté, agissant sous influence. Est-ce qu'on peut encore parler de diplomatie avec un lexique pareil ? C'est une vraie question, mais au-delà de l'insulte, ça montre une position de fond. Pour Alger, il n'y a pas de base saine pour une médiation. Pourquoi ? Parce qu'elle reposerait sur ce qu'il considère être des mensonges et des mises en scène. L'accusation est directe. Le Maroc utiliserait des méthodes de désinformation, de manipulation. Des ficelles un peu grosses, selon Alger. Pour créer un conflit artificiel, surtout autour de cette question des frontières orientales. Ah, les frontières. Le fameux Sahara oriental. Voilà, un concept que Rabat met parfois sur la table. Et qu'Alger balaye systématiquement. Pour les Algériens, c'est une fiction politique. Une construction sans aucun fondement, ni juridique, ni historique. C'est une négation pure et simple. Et cette négation, elle s'appuie sur une lecture historique très précise. Alger dit avoir des documents, des preuves. Qui remonterait aux temps anciens. Et qui prouverait l'appartenance algérienne des territoires à l'est de l'Oued Moulouya. Ce fleuve, le Moulouya, serait une sorte de marqueur historique ancien bien avant la France. Oui, mais c'est là que ça devient intéressant justement avec l'héritage colonial. La France a tracé des frontières au 19e siècle, alors comment Alger gère ça? Eh bien, en disant que ces tracés français n'étaient pas neutres. Il y répondait à des logiques militaires, c'est ça? D'expansion vers le sud. C'est l'argument algérien, oui. Ces tracés auraient déformé des cartes pour des raisons administratives ou stratégiques, mais sans changer l'appartenance historique de ces régions à l'Algérie précoloniale ou naissante. C'est une façon habile, on va dire, de justifier l'intangibilité des frontières actuelles tout en invoquant le passé lointain. Exactement. C'est là tout le paradoxe apparent. On utilise une histoire précoloniale pour justifier des frontières postcoloniales. Mais la clé de voûte algérienne aujourd'hui, c'est bien ce principe. L'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, reconnue par les accords internationaux, l'UA puis l'UA. Voilà. Et toute tentative de les remettre en cause est vue comme une violation du droit international, une attaque contre l'ordre postcolonial. Et pour enfoncer le clou, il y a cet événement qui revient sans cesse dans le discours algérien, comme un mantra. La guerre des sables, 1963. Exactement. À peine un an après l'indépendance, l'armée algérienne, jeune, sous-équipée, face à une armée marocaine mieux rodée. Et pourtant, l'Algérie a tenu. C'est présenté comme ça, oui, comme la preuve de la détermination algérienne à défendre son territoire. Une leçon historique, dit-on à Alger, contre les ambitions expansionnistes du voisin.
Ce conflit, c'est devenu un mythe fondateur de la doctrine de défense algérienne. Un mythe qui alimente clairement une méfiance profonde. Mais la critique algérienne, elle ne s'arrête pas là. Elle cherche aussi à pointer du doigt ce qu'elle voit comme des contradictions marocaines. Absolument. Et là, on entre dans un registre plus, disons, provocateur. C'est-à-dire ? La question qu'Alger pose souvent, de manière plus ou moins directe, elle est redoutable politiquement. Pourquoi le Maroc met autant d'énergie sur ses terres à l'est, face à l'Algérie ? Alors qu'il y a Ceuta et Melilla ? Précisément. Ces deux enclaves espagnoles sur la côte marocaine. Un héritage colonial toujours bien là. Pour Alger, c'est une contradiction énorme. Ça révélerait la faiblesse et la duplicité marocaine. L'idée étant que le Maroc choisirait ses batailles. C'est ça, on choisit le combat qui semble plus facile ou le plus utile politiquement, quitte à laisser de côté une question de souveraineté face à une puissance européenne. C'est un argument cruel, mais il porte, politiquement parlant. Et dans ce climat de suspicion, d'accusation, de duplicité, comment est perçue la fameuse rhétorique marocaine de la main tendue, souvent répétée par le roi ? À Alger, Comme une coquille vide. un simple paravent diplomatique. Une formule creuse. Voilà, la lecture algérienne est sans pitié. Cette offre de dialogue, ce serait juste une façade qui cacherait une politique expansionniste qui, elle, ne change pas. Voire une diversion. C'est ça. Une manœuvre pour détourner l'attention des problèmes internes marocains, qu'ils soient sociaux ou économiques. La sincérité de l'offre. Nulle, selon Alger. Il n'y a aucune confiance. Zéro. Le fossé semble vraiment abyssal. Et il s'est encore creusé avec un autre dossier majeur, la normalisation Maroc-Israël. Ah là, oui. On touche à une ligne rouge symbolique pour Alger. C'est fondamental. Ce n'est pas juste une alliance diplomatique de plus. C'est vu comme quoi exactement ? Comme une triple faute. D'abord, une preuve de plus de la dépendance du Maroc, une aliénation de sa souveraineté. Ensuite, une trahison historique de la cause palestinienne, qui est un pilier de la politique étrangère algérienne, depuis toujours. Et troisièmement ? Et c'est crucial, une menace directe pour la sécurité régionale et pour l'Algérie elle-même. Le fait que le Maroc ait lié ça à la reconnaissance américaine sur le Sahara. Et remercier Israël pour sa médiation sacrée. Ça a été vécu à Alger comme le franchissement d'une étape irréversible, comme si le Maroc avait choisi son camp et que ce camp était fondamentalement hostile à l'Algérie. Si on essaye de structurer un peu la logique algérienne derrière cette intransigeance, quels sont les grands principes mis en avant ? L'Algérie se présente toujours comme la championne de la légalité internationale et des principes postcoloniaux. C'est une constante. Les mots-clés, c'est souveraineté nationale absolue, respect du droit international, tel qu'interprété par Alger, évidemment, intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Le fameux principe de l'uti possidetis suris ? Exactement. Et non-ingérence dans les affaires intérieures. L'Algérie se voit un peu comme la gardienne orthodoxe de ses principes, face à un Maroc jugé plus pragmatique, voire opportuniste, dans ses alliances. Ce qui nous amène à un contraste assez frappant entre deux stratégies régionales qui semblent s'opposer. Totalement. D'un côté, vous avez la doctrine algérienne, autonomie stratégique régionale, solidarité sud-sud, même si c'est parfois plus un discours qu'une réalité tangible, refus des alignements jugés contraignants. Et de l'autre ? De l'autre, la stratégie marocaine, telle que vue par Alger, cherchait activement des alliances extérieures, fortes, les États-Unis, Israël, certains pays européens. Pour obtenir un soutien sur ces dossiers clés, comme le Sahara occidental ? C'est ça. Et pour asseoir son influence régionale, c'est presque une opposition philosophique. Légitimité par les principes et l'autonomie d'un côté, légitimité par la reconnaissance et les alliances externes de l'autre. Et cette opposition frontale, elle a des conséquences terribles pour toute la région. Le projet d'intégration maghrébienne en est la première victime, non ? Victime, c'est faible. L'Union du Maghreb arabe, l'UMA, créée en 89 avec tant d'espoir. C'est une coquille vide aujourd'hui. Complètement paralysée par cette rivalité. Aucune avancée sérieuse, ni économique, ni sécuritaire, ni politique n'est possible tant que ce blocage dure. Et ça crée un vide stratégique au Maghreb. Ce qui laisse la porte ouverte aux influences extérieures. Paradoxalement, oui. Celle-là même que les deux pays disent vouloir limiter, c'est toute la fragilité du projet maghrébin qui est là sous nos yeux. Mais ce tableau très sombre des relations entre les États, il contraste violemment avec une autre réalité, celle des peuples. C'est le grand paradoxe.
Et c'est peut-être le plus tragique. D'un côté, cette fracture politique, diplomatique profonde, des discours guerriers, des frontières fermées depuis des décennies. Et de l'autre, une proximité humaine, culturelle, linguistique, historique incroyable entre Algériens et Marocains. Des familles de part et d'autre, des histoires communes, des traditions partagées, une compréhension mutuelle. tout ça existe, mais c'est étouffé. Oui, étouffé, instrumentalisé, parfois nié par les logiques d'État. C'est une sorte de schizophrénie régionale. Comment on peut concilier cette fraternité des peuples avec cette hostilité des États ? C'est compliqué. Ce paradoxe nous pousse à regarder au-delà de la simple querelle de frontières. On dirait que ça touche à des questions d'identité, de vision du monde, beaucoup plus profondes. Ah mais complètement. Réduire ça à une dispute territoriale, ce serait vraiment passer à côté de l'essentiel. Ce qu'on observe, c'est un affrontement quasi existentiel, très symbolique, entre deux modèles d'États postcoloniaux. Deux réponses différentes aux défis de la modernité. Oui, et deux interprétations différentes de l'héritage de la décolonisation. Deux ambitions différentes pour leur rôle au Maghreb, en Afrique, dans le monde arabe. Deux projets nationaux qui semblent s'être construits en miroir inversé, en opposition l'un à l'autre, et qui ont du mal à coexister. Et l'Algérie, comment elle se voit dans cette confrontation idéologique? Quelle est son identité revendiquée? L'Algérie se perçoit comme l'héritière inflexible d'une révolution anticoloniale, une révolution sanglante mais victorieuse. Ça a forgé une identité nationale très axée sur le souverainisme, le refus de l'ingérence et une sacralisation presque mystique du territoire national. Chaque kilomètre carré imprégné du sang des martyrs. C'est une rhétorique qu'on entend souvent, oui. Donc, toucher aux frontières, même verbalement, ou percevoir une menace sur la souveraineté, c'est toucher à l'essence même de l'État algérien post-indépendance. C'est une sensibilité extrême, une posture de gardienne du temple anti-impérialiste. Et de l'autre côté, comment Alger interprète la logique profonde qui animerait le Maroc? Alors, la perception algérienne, là encore, elle est très critique. Elle voit le Maroc dans une quête permanente de légitimité interne pour consolider le pouvoir royal et légitimité internationale pour faire valider ses revendications, notamment sur le Sahara. Et cette quête passerait par des alliances externes. Nécessairement, selon Alger. Des alliances vues comme des formes de dépendance ou de marchandage. L'ouverture vers Israël, le renforcement des liens avec les USA, ce ne sont pas vus comme des succès diplomatiques marocains. Mais plutôt comme quoi? Plutôt comme la confirmation de cette logique de soumission à des intérêts étrangers. Et ça, paradoxalement, ça renforce la méfiance algérienne et ça justifie son propre raidissement. Chaque succès diplomatique marocain de ce type est interprété à Alger comme une preuve que la ligne algérienne est la bonne. Ce qui nous ramène au point de départ, le refus de médiation. Ce n'est donc pas juste un calcul politique à court terme pour Alger. Non, c'est bien plus que ça. C'est une posture qui se veut morale et idéologique. Refuser de s'asseoir à la table, surtout si la médiation implique des acteurs jugés partiaux, comme Israël, c'est affirmer la supériorité de ses propres principes. C'est poser des conditions très claires en dialogue, en fait. Exactement. Reconnaissance de la vérité historique algérienne, respect absolu du droit international et des frontières actuelles, et arrêt des provocations marocaines. Et puis, il ne faut pas oublier l'aspect intérieur. C'est-à-dire? Cette posture intransigeante, c'est aussi un outil puissant de mobilisation et de cohésion nationale en Algérie. Ça permet de resserrer les rangs autour de la défense de la patrie, en réactivant des souvenirs forts, comme celui de la guerre des Sables. Cette référence constante à 1963, c'est quand même fascinant. Ce n'est pas juste de l'histoire ancienne. Non, c'est un argument politique vivant. Pour Alger, cette guerre, c'est le baptême du feu de la République, le test fondateur de sa résilience. Et ce souvenir imprègne toute la doctrine stratégique. Ne jamais céder sur la souveraineté, refuser la négociation sous pression, voir toute remise en cause des frontières comme une agression. La fermeté comme seule réponse. Pour résumer donc, ce refus algérien de négocier, il s'ancre profondément dans une lecture historique qui sacralise les frontières postcoloniales. Une interprétation juridique stricte qui rejette des concepts jugés fictionnels comme le Sahara oriental. Et surtout, une méfiance abyssale envers le Maroc. Une méfiance portée à un point de quasi-rupture par les alliances récentes de Rabat avec Israël et les États-Unis. C'est exactement ça. Et derrière tout ça, la conviction profonde à Alger que les deux pays incarnent des visions du monde, des stratégies régionales, des modèles politiques.
incompatibles. L'une revendiquant l'autonomie et les principes de la décolonisation, l'autre perçue comme privilégiant les alliances externes pour sa légitimité. Deux logiques qui semblent incapables de dialoguer aujourd'hui. Il faut donc bien comprendre que cette crise, elle dépasse largement le cadre technique d'un différend sur des cartes. C'est un affrontement idéologique, historique, symbolique. Qui paralyse toute perspective de coopération réelle au Maghreb. La fracture n'est pas seulement politique, elle est psychologique et stratégique, profonde. Ce qui nous laisse face à une question redoutable et peut-être sans réponse facile à court terme. Oui, la question qui se pose, c'est, vu la profondeur de cette méfiance, de ces récits historiques divergents, de ces visions géopolitiques opposées, existe-t-il vraiment une voie possible vers un apaisement, même modeste, entre Alger et Rabat ? Ou est-ce que cette fracture est condamnée à définir l'avenir des relations au Maghreb pour longtemps encore, au détriment des peuples, de la stabilité régionale ? Quelles pourraient être les conditions d'une réconciliation, au-delà des postures ? Quel changement de paradigme serait nécessaire ? La question reste ouverte. Et elle pèse lourdement sur l'avenir d'une région qui cherche encore son chemin commun.